Un conflit à grande échelle entre l'Europe et la Russie est imminent. En outre, l'amiral Rob Bauer, ancien commandant militaire en chef de l'OTAN, a lancé un avertissement qui va au-delà de la simple conjecture. Il a donné 20 ans début 2024. Le calendrier est désormais bouleversé. Selon les experts, un conflit à grande échelle pourrait éclater en Europe d'ici 3 à 5 ans seulement. Et pourquoi Donald Trump, le président américain, est un homme seul. Ses récentes actions ont ébranlé l'OTAN dans ses fondations et mis l'Europe en état d'alerte, provoquant une onde de choc à travers le continent. Ses actions et ses paroles font pencher la balance du pouvoir en faveur de la Russie, et l'Europe pourrait être contrainte de se battre si les choses continuent dans cette direction. Comment en sommes-nous arrivés là? Quelles actions Trump a-t-il entreprises pour inciter à la guerre en Europe? Est-il possible d'arrêter le compte à rebours avant qu'il n'atteigne zéro? Analysons la situation. Il y a eu un bref moment d'optimisme car il semblait être en faveur de l'Ukraine, mais aujourd'hui, il semble être totalement pro-russe. Trump l'a démontré en répétant pour l'essentiel les remarques de Poutine sur l'Ukraine. Même si Poutine a commis les crimes les plus odieux en Ukraine, l'ancien commandant suprême adjoint des forces alliées Richard Shiref est allé jusqu'à affirmer que Trump était de mèche avec un criminel de guerre qui a été inculpé. Ce partenariat inquiétant a semblé être officiellement établi le 25 février lorsque les États-Unis se sont joints à la Russie pour voter contre une résolution soutenue par l'Europe et l'Ukraine qui dénonçait l'agressivité de Moscou. Même après que l'Europe, menée par la France, a modifié sa propre résolution concurrente pour désigner explicitement la Russie comme l'agresseur, les États-Unis ont choisi de ne pas voter aux Nations Unies, une organisation de 193 nations où les résolutions n'ont pas force de loi mais constituent un indicateur important du sentiment mondial. Cela a été un sérieux revers pour l'administration Trump. Cependant, il semble que Trump ne tienne compte que du point de vue de Poutine pour le moment. Il le tient même directement du président russe, ce qui est surprenant, c'est exact. Trump et Poutine ont eu une conversation téléphonique historique le 12 février. Ils ont disséqué 3 ans de stratégie américaine envers la Russie pendant 60 minutes entières. Trump a mis fin à la tentative menée par les États-Unis pour isoler Poutine au sujet de l'Ukraine en un seul appel téléphonique de 90 minutes. Mais de quoi ces deux dirigeants ont-ils vraiment parlé? Cela ne s'est en aucun cas limité à l'Ukraine. Ils ont discuté de tout, des marchés mondiaux, de l'énergie à l'intelligence artificielle en passant par le Moyen-Orient. Il semble que Poutine lui-même ait fait le tour complet de la situation géopolitique à Trump. Et une conversation entre la Russie et les États-Unis avec le monde qui observe depuis les coulisses était précisément ce que Poutine avait espéré. Le pire, cependant, l'Ukraine observait également à distance. Alors que Trump décidait d'entamer des négociations de paix avec la Russie, la nation observait. Trump a qualifié cette discussion de longue et très productive par la suite. Cependant, il n'a fait aucune référence à l'incursion de la Russie. Il s'est plutôt concentré sur les objectifs communs de paix. Comme prévu, Poutine avait déjà fait l'éloge de Trump avant l'appel. Il a dépeint Trump comme le gardien de la paix idéal, faisant écho à l'affirmation de Trump selon laquelle il aurait pu mettre fin à la violence en Ukraine. La position de Trump sur l'élection de 2020 a même été soutenue par Poutine. Et maintenant, une rencontre en personne. Le vice-ministre russe des Affaires étrangères, Sergei Rybakov, a déclaré que les préparatifs étaient déjà en cours. La date précise n'est cependant pas encore connue puisqu'il a ajouté qu'une telle rencontre nécessiterait une préparation approfondie. Nous savons cependant que Poutine a hâte de rencontrer Trump. Il a parlé sans cesse de normaliser les relations entre les États-Unis et la Russie et de réparer ces relations. Mais dans tout cela, où est l'Ukraine? En plus de la marginalisation de la nation et de son dirigeant, Zelensky a été publiquement dénigré par Trump et le président ukrainien n'est pas resté muet, c'est exact. Trump a côtoyé Zelensky d'un côté et fait des courbettes à Poutine de l'autre. La publication de Trump sur les réseaux sociaux le 19 février est vraiment allée trop loin, même si les deux se sont taquinés de temps en temps. Il a attaqué Zelensky avec un certain nombre d'accusations sans fondement dans ce post. Il y a tellement d'affirmations sans fondement que nous devrons vérifier chacune d'entre elles immédiatement. Vous souvenez-vous de la fois où l'ancien président Barack Obama a assisté au dîner des correspondants de la Maison-Blanche en 2015 avec son traducteur de colère? Cette fois-ci, nous faisons appel à un correspondant chargé de vérifier les faits pour répondre directement aux affirmations de Trump. Examinons chacune de ces affirmations séparément pour déterminer la véritable condition des faits. L'affirmation de Trump selon laquelle Zelensky était un autocrate sans élection était probablement la plus grave de cet article, mais les preuves ne la corroborent pas. Vous voyez, Zelensky a reçu 73% des voix en 2019 et a été élu pour un mandat de 5 ans. Vous pouvez déduire que les élections étaient prévues pour le printemps 2024.
Cependant, ces élections ont été légalement suspendues en raison de la guerre en cours. En effet, la loi martiale qui a été mise en place à la suite de l'invasion de la Russie en février 2022 interdit la tenue d'élections en vertu de la constitution ukrainienne. Par conséquent, la décision de Zelensky d'arrêter les élections n'est pas un acte d'autoritarisme. Il s'agit plutôt d'une question de nécessité juridique en temps de guerre. Trump a également affirmé que Zelensky avait persuadé les États-Unis d'investir 350 milliards de dollars dans une guerre impossible à gagner, alors que les États-Unis ont donné à l'Ukraine environ 183 milliards de dollars d'aide depuis le début de l'invasion. C'est près de la moitié de ce que dit Trump. En effet, les États-Unis ont offert une large gamme d'aides, y compris une aide financière pour la reprise économique, une aide humanitaire et un soutien militaire. Mais le chiffre de Trump est exagéré. De plus, une partie importante de l'aide américaine n'a même pas atteint directement l'Ukraine. Elle a plutôt renforcé la posture de défense de l'OTAN en Europe et soutenu l'industrie de défense américaine en remplaçant le matériel militaire fourni à l'Ukraine. Trump a également critiqué la gestion de l'aide américaine par Zelensky dans le tweet, affirmant que le président ukrainien avait reconnu que la moitié des fonds manquait. Cependant, quelle est l'opinion de notre vérificateur de faits? Et cela fait allusion aux remarques de Zelensky concernant l'ambiguïté entourant les 183 milliards de dollars d'aide fournis à l'Ukraine, en référence à certaines sommes détournées ou utilisées à des fins qui ne profitent pas directement à l'armée ou au gouvernement ukrainien. Zelensky a déclaré « Je ne sais pas où est passé tout l'argent ». Cependant, Trump et ses détracteurs ont rapidement déformé cette affirmation. En outre, Trump a exagéré le nombre de victimes en Ukraine, affirmant que des millions de personnes avaient péri. Outre les dizaines de milliers de civils assassinés, on estime à 46 000 le nombre de militaires ukrainiens tués depuis février 2022. Ces chiffres sont loin d'approcher le million, et encore moins les millions. Zelensky, a-t-il ajouté, a géré la guerre de manière épouvantable. C'est un jugement sévère, surtout au vu de la situation. Après tout, l'Ukraine a réussi à se défendre contre la formidable armée russe et a même remporté des victoires tactiques remarquables avec l'aide importante des États-Unis et de l'OTAN. Et Zelensky a su rallier son peuple et la communauté internationale pour conduire son pays à travers cette crise extraordinaire. La déclaration de Trump selon laquelle c'est un mauvais travail montre un manque flagrant de respect pour les sacrifices et le travail acharné du peuple ukrainien et de son président. Trump, cependant, ne semble pas être d'accord. À une autre occasion, il a même affirmé que Zelensky était celui qui avait déclenché le conflit. Il s'agit bien sûr d'une déformation flagrante de l'histoire. En 2022, la Russie a attaqué l'Ukraine avec jusqu'à 190 000 soldats. Après des mois de renforcement militaire le long des frontières de l'Ukraine et de fausses allégations de défense des civils russophones, cela s'est produit. Avant cela, en 2014, la Russie avait attaqué l'Ukraine sans provocation, s'était emparée de la Crimée et avait déclenché le conflit dans le Donbass. En plus d'être fausse, l'affirmation de Trump soutient la désinformation russe que la communauté internationale a réfutée. Il devient de plus en plus logique que Trump répète les remarques de Poutine. Trump a également tenté de saper Zelensky en affirmant que le taux de popularité du président ukrainien était à son plus bas niveau historique, à 4%. C'est encore une autre fausse déclaration. Un sondage mené par l'Institut international de sociologie de Kiev indique que le taux de popularité de Zelensky est toujours d'environ 57%, ce qui est nettement supérieur aux 4% que Trump avait proposé. Malgré l'impact de la guerre sur la popularité de Zelensky, son leadership est toujours fort, surtout lorsqu'il s'agit de mobiliser la nation. Cependant, les remarques de Zelensky à propos de Trump ne nécessitent pas de vérification des faits. La réponse du président ukrainien aux accusations sans fondement de Trump a été directe et sans ambiguïté. Trump vit dans cette zone de désinformation. Zelensky n'a pas tardé à critiquer la désinformation de Trump, notamment sur l'implication de l'Ukraine dans le conflit et son leadership. Zelensky a précisé que tout cela venait de Russie selon ses propres mots. Il a déclaré sans équivoque que le discours de Trump reflétait désormais la propagande russe. Le point de vue de Zelensky était clair, il n'y a donc pas besoin de recherche approfondie. Mais cette remarque a été le catalyseur de la plus violente des attaques de Trump contre Zelensky. C'est du moins ce que semblent croire certains analystes. Kimberly Halkett, la correspondante de la Maison-Blanche pour Al Jazeera, a décrit Trump comme étant d'une susceptibilité notoire, ce qui pourrait expliquer sa critique de Zelensky qu'il a décrit comme un comédien à succès qui n'était doué que pour imiter l'ancien président Joe Biden. La dureté de ses propos est presque trop grande pour être attribuée aux remarques très modérées de Zelensky. Cela soulève la question de savoir si cet argument va au-delà de la simple question de la vérité et du mensonge
mensonge et c'est très probablement le cas. Selon certains analystes, l'hostilité de Trump envers Zelensky découle d'un grief bien plus ancien, le scandale de la destitution de 2019. À l'époque, Trump avait fait pression sur Zelensky pour qu'il enquête sur des allégations d'actes répréhensibles liés à une société ukrainienne impliquant son rival politique Biden et son fils Hunter Biden. Il ne fait aucun doute que cette pression a eu un impact négatif durable qui a finalement conduit à la première mise en accusation de Trump. Trump est vindicatif pour des affronts perçus et à la mémoire longue, comme le laisse entendre Shiref. Selon lui, le fait que Zelensky ait défié ses demandes aurait pu susciter beaucoup de haine, ce qui expliquerait l'animosité qui existe aujourd'hui. L'agacement de Trump s'explique également par des raisons commerciales. En échange de l'aide militaire américaine, Trump avait l'intention de conclure un accord avec Zelensky pour accéder aux minéraux de terres rares de l'Ukraine, dont la valeur est estimée à plus de 26 000 milliards de dollars. Zelensky, quant à lui, a rejeté l'accord car il estimait qu'il était trop favorable aux États-Unis et n'offrait pas suffisamment de garanties de sécurité à l'Ukraine. La mentalité d'affaires de Trump en a été sérieusement affectée. Trump, qui se présente souvent comme le maître de l'accord, en a été outré et a peut-être été plus critique envers Zelensky par la suite. Mais pourquoi le reste de l'Europe se soucie-t-il de tout cela? Pourquoi est-il important que Trump sape Zelensky et se lie d'amitié avec Poutine? C'est important parce qu'il négocie un accord de paix qui n'inclut que les États-Unis et la Russie, ce qui est une perspective terrible. Sans l'Ukraine et l'Europe à la table des négociations, un tel accord de paix ne peut que présager un conflit imminent entre l'Europe et la Russie. Clarifions les choses, la diplomatie internationale est ébranlée par la stratégie de Trump visant à mettre fin à la guerre de la Russie contre l'Ukraine et pas de manière positive. Il exclut délibérément l'Ukraine et l'Europe en préconisant des négociations directes avec Poutine. Zelensky a naturellement réagi rapidement, déclarant que son pays n'accepterait aucun résultat des négociations dont l'Ukraine serait exclue. Pour montrer à quel point ce problème est au grave, il a même décidé de reporter un voyage important en Arabie Saoudite. Cette décision fait suite à une réunion entre des responsables américains et russes en Arabie Saoudite pour discuter d'un accord de paix pour l'Ukraine, là encore sans l'Ukraine. La Grande-Bretagne a déjà proposé d'envoyer des soldats ou même des avions de chasse Typhoon pour renforcer la sécurité de l'Ukraine au cas où ce pacte précipité serait conclu, ce qui indique que les alliés européens sont tout aussi inquiets. Il est évident que la Grande-Bretagne est inquiète. Le pays ne peut pas se permettre un autre scénario afghan. Le Premier ministre britannique Keir Starmer l'a exprimé le plus simplement du monde. Nous ne pouvons pas avoir une autre situation comme en Afghanistan où les États-Unis ont écarté le gouvernement afghan et négocié directement avec les talibans. Cependant, c'est précisément ce que l'administration Trump semble préconiser. Le rôle que joueront l'Europe ou l'Ukraine est très incertain puisque le secrétaire d'État Marco Rubio et le conseiller à la sécurité nationale Mike Waltz doivent se rendre en Arabie Saoudite pour s'entretenir avec des responsables russes. En effet, on ne sait même pas si les autorités ukrainiennes seront invitées à ces discussions. Au mieux, les déclarations de Trump ont été ambiguës, laissant entendre que l'Ukraine serait impliquée, mais sans préciser comment ni quand. Les commentaires de Zelensky lors de la conférence sur la sécurité de Munich en février 2025 ont résumé au mieux la situation. Des décennies d'amitié entre l'Europe et l'Amérique touchent à leur fin. Tout le monde, y compris le vice-président J.D. Vance, ne semble pas d'accord avec l'affirmation de l'équipe de Trump selon laquelle l'Europe est toujours consultée dans ces négociations. Tant pis pour l'influence européenne. Lors de son voyage en Europe, Vance a clairement indiqué que les États-Unis dirigeraient ces discussions, que cela plaise ou non aux Européens. Le fait que Trump ait publiquement évoqué la possibilité de renouer le dialogue avec la Russie, allant même jusqu'à dire que la Russie devrait être autorisée à rejoindre le G7 après avoir été exclue à la suite de l'annexion de la Crimée en 2014, n'arrange rien. Trump est plus soucieux de rétablir la domination des grandes puissances et de promouvoir une nouvelle stratégie internationale qui ne place pas nécessairement les intérêts européens au premier plan qu'il n'est de sympathiser avec la Russie. L'ancienne secrétaire d'État adjointe américaine Heather Conley a averti que cette stratégie s'apparente à un concert des grandes puissances du 19e siècle dans lequel les choix sont faits par un groupe restreint de nations puissantes au détriment de toutes les autres. Le problème est que cette stratégie est non seulement dépassée, mais aussi insensée. La question fondamentale est simple, les négociations de Trump ne tiennent pas compte des objectifs inébranlables et profondément ancrés de la Russie. La vision de Poutine pour l'Ukraine est immuable. Il veut éradiquer l'Ukraine en tant que nation souveraine et rien n'indique qu'il changera d'avis sur cet objectif. Trump interprète gravement mal les objectifs de la Russie en considérant cette notion comme un atout de négociation. Ce type de naïveté pourrait conduire à des erreurs de jugement catastrophiques. Poutine pourrait finir par obtenir tout ce qu'il désirait et plus encore. Poutine veut que l'Ukraine soit réduite à un client de la Russie en la transformant en un État fantoche. Cela indique que la politique de Trump a permis à la Russie d'atteindre plus facilement ses objectifs d'annexion de grandes parties de l'Europe de l'Est et de démilitarisation potentielle de l'ensemble du pays.
en déclarant que l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN est irréaliste et en rejetant l'idée de revenir aux frontières de 2014, Trump envoie à Poutine le message que les États-Unis pourraient ne pas être opposés à ses objectifs fondamentaux de la Russie. Pire encore, la Russie a pris 20% du territoire ukrainien, y compris la Crimée, et les États-Unis indiquent que l'Ukraine devrait céder ce territoire. Ce serait un énorme compromis et le résultat serait exactement ce que veut Poutine. Cela priverait non seulement l'Ukraine de terres essentielles, mais cela montrerait aussi clairement que la Russie peut annexer des territoires sans subir de graves répercussions. Pour le reste de l'Europe, ce n'est pas le meilleur message et il est fort probable que l'Ukraine ne reçoive pas les garanties de sécurité qu'elle souhaite pour l'avenir, même si elle ne devient pas un État fantoche. Cela nous ramène au problème de l'OTAN. L'expansion de l'OTAN vers l'Est est depuis longtemps considérée par Poutine comme une menace directe. L'une de ces fameuses lignes rouges était la perspective de l'adhésion de l'Ukraine à cette alliance et maintenant Trump fait pression agressivement sur l'Ukraine pour qu'elle renonce à ses ambitions au sein de l'OTAN. C'est-à-dire qu'il donne à Poutine exactement ce qu'il veut. En outre, Trump soutient les objectifs géopolitiques plus larges de Poutine. Découpler l'Europe de l'influence sécuritaire de l'Amérique est l'un des principaux objectifs de Poutine. Cela devient de plus en plus possible à la lumière des paroles, des actions et des menaces de Trump. Trump élimine effectivement l'OTAN en tant que frein aux ambitions de la Russie, en laissant entendre que l'OTAN ne défendra pas l'Ukraine et que l'Europe devra prendre en charge sa propre défense. La position de Trump coïncide même avec un nouvel accord de Yalta, l'un des objectifs les plus traditionnels de Poutine. Au cas où vous ne le sauriez pas, l'Europe a été divisée entre l'Union soviétique et l'Occident lors de la conférence de Yalta en 1945. Poutine utilise tout le continent européen et pas seulement cette région comme un buffet lorsque la présence de l'OTAN en Europe de l'Est est réduite. Poutine ne va pas s'arrêter là après avoir atteint tous ses objectifs en Ukraine. Ses objectifs sont trop ambitieux pour cela. Sa prochaine cible, les États baltes, très probablement. La situation est compliquée par le fait que ces pays, qui faisaient autrefois partie de l'Union soviétique, étaient traditionnellement considérés par la Russie comme faisant partie de sa zone d'influence naturelle, sont désormais membres de l'OTAN. En truquant les élections roumaines et en expérimentant les petites invasions, Poutine a déjà jeté son dévolu sur d'autres régions comme la Moldavie et la Géorgie. Les pays baltes, cependant, représentent le plus grand obstacle. Ils sont essentiels au système de défense de l'Europe en tant que partenaire de l'OTAN, et toute action de la Russie contre eux entraînerait très probablement une confrontation directe avec l'OTAN. La sécurité collective de l'Europe étant directement menacée, le risque de conflit augmente considérablement et n'oublions pas que sans les États-Unis, l'OTAN devra probablement défendre ces pays. Par conséquent, l'Europe doit prendre l'initiative et agir sérieusement pour arrêter la Russie et garantir la sécurité du continent à l'avenir. Sa protection dépend des États-Unis depuis bien trop longtemps, mais l'ère de la Pax Americana est révolue. La première chose à faire est de reconnaître que l'Europe est désormais directement responsable. L'Europe doit admettre qu'elle est seule et réagir à la situation par un plan de défense global et coordonné. Mais ne soyons pas dupes. L'Ukraine fait toujours partie de ce plan. Le soutien de l'Europe à l'Ukraine n'est pas seulement une question de solidarité, c'est aussi une question de nécessité. Le combat pour l'Ukraine et le combat pour l'Europe. La conquête de l'Ukraine par la Russie pourrait conduire à la conquête d'autres pays européens. L'Europe doit donner toutes les chances à l'Ukraine de faire réfléchir la Russie sur sa stratégie pour empêcher cela. Selon Chirev, l'Ukraine doit faire perdre son sang-froid à la Russie. La seule chose qui fera reconsidérer ses aspirations impériales à Moscou est une défaite retentissante de la Russie et de l'Ukraine. Cependant, pour avoir un réel impact, l'Europe doit démontrer sa puissance militaire et ne pas se contenter de gestes symboliques de solidarité. Cela implique de s'engager à augmenter considérablement l'aide militaire, à améliorer la logistique, à fournir des armes de pointe et à garantir que l'Ukraine dispose des capacités de surveillance et de renseignements nécessaires pour contrecarrer les actions russes. À ce stade, l'Europe doit examiner de près ses propres capacités défensives. L'Europe elle-même doit combler le vide créé par les États-Unis. Récemment, le groupe de réflexion européen Bruegel a calculé de combien l'Europe doit combler ses lacunes. Voici quelques-uns des éléments de la liste. Une force militaire équivalente à 300 000 soldats américains prêts au combat, au moins 1400 chars, 700 pièces d'artillerie et 2000 véhicules de combat d'infanterie. 2000 munitions à longue portée ou plus par an, 1150 000 obus de calibre millimétrique tous les 90 jours de combat, et une augmentation annuelle de 262 milliards de dollars des budgets européens de la défense. Les armées et les industries de défense européennes devront subir une transformation importante afin d'atteindre ces objectifs. Mais surtout, l'Europe doit apprendre à agir comme une seule entité, comme le font les États-Unis et la Russie. En d'autres termes, le continent ne peut se permettre de dépendre d'un ensemble désorganisé d'initiatives nationales qui ne parviennent pas à élaborer un plan cohérent. Toutefois, cela ne signifie pas que l'Europe doit partir de zéro. Il lui suffit de créer un commandement unique et d'essayer de relier les armées en Europe.
Sinon, Poutine prendra tout ce que l'Europe apprécie, un élément à la fois. La bonne nouvelle, c'est que, avec ou sans les États-Unis, l'Europe semble prête à affronter Poutine et à surmonter tous les obstacles. Cependant, nous nous demandons maintenant, y parviendra-t-elle? Et pensez-vous que Trump changera d'avis avant qu'il ne soit trop tard, ou cette confrontation aura-t-elle lieu? Postez vos idées dans l'espace prévu pour les commentaires ci-dessous.